Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette 8e conférence Isegoria. Donc avant d'introduire Monsieur Emmanuel Todd, je voudrais remercier Audencia Business School pour leurs moyens, pour l'équipe de communication, ainsi qu'à toi, Alban de Poulpiquet, à toute ton équipe avec Corentin Auvert, et aussi le reste de l'équipe d'Audencia, qui depuis le début de l'année travaille avec joie, plaisir pour vous offrir ces belles conférences. Alors maintenant, parlons de cette conférence avec Monsieur Emmanuel Todd. Emmanuel Todd. À cette association du prénom et du nom, l'oreille se dresse, un creuset se forme au niveau du sourcil, et les pensées sont confuses. Certains se souviennent de l'écrivain du livre récemment médiatisé, Qui est Charlie, ou bien d'autres de l'économiste engagé contre l'euro lors du traité de Maastricht, tandis que d'autres voient en lui l'historien précoce qui, âgé alors de 25 ans, prédisait, 20 ans avant sa réalisation, la chute de l'URSS dans La chute finale. Mais qui est donc Emmanuel Todd ? Pour répondre à cette question, et en espérant que vous ne m'en voudrez pas, Monsieur Todd, j'ai délaissé la cartographie et la démographie qui vous sont si chères pour leur préférer, l'astrologie. Car oui, né un 16 mai 1951, vous êtes du signe du taureau. Les personnes nées ce signe se caractériseraient par une forte opiniâtreté et posséderaient un don pour les constructions intellectuelles de long terme. Comment alors ne pas y voir un signe du ciel sur ce qui forme votre cœur de métier, l'histoire et l'anthropologie ? Cette notion de long terme, du temps long, du temps qui dure, est vitale dans votre parcours intellectuel. Car vous vous réclamez de la méthodologie de l'école des Annales, cette école historique qui s'est constituée autour de noms devenus célèbres comme Fernand Braudel, Lucien Lefebvre ou encore Marc Bloch. Ces historiens estimaient que l'histoire des hommes était un ensemble trop vaste pour être étudié sous le seul prisme d'une science et incitaient à croiser différents domaines d'études comme la géographie, la démographie, l'économie et la sociologie afin d'analyser l'histoire des hommes en fonction de ce qu'ils sont et non de ce qu'ils font. Et c'est dans cet élan qu'après vos études à la Sorbonne et à Sciences Po Paris, un de vos professeurs amis de longue date, puisque c'est celui qui, à 10 ans, vous offrit votre premier manuel d'histoire, Monsieur Emmanuel Leroy-Ladurie, père de l'anthropologie historique, vous introduit auprès de Peter Hazlitt, professeur de démographie historique au Trinity College de Cambridge, qui vous influencera profondément, puisque de ces cours naîtra bien des années plus tard l'origine des systèmes familiaux que vous êtes venu vous présenter dans cette même salle en 2011. Mais vous vous doutez bien que si vous n'étiez qu'un simple universitaire opiniâtre, formé à la méthodologie de l'école des Annales, les personnes dans cette salle ne seraient pas aussi nombreuses, avec des formations intellectuelles et des âges si différentes. Quelle est donc votre particularité intellectuelle et médiatique ? C'est que, contrairement à vos aînés formés à cette même école historique, vous n'utilisez pas cette méthode pour comprendre les évolutions historiques entre le XIVe et le XVIIIe siècle, mais vous cherchez à comprendre avec statistiques actuelles les évolutions de demain. Dans vos livres, l'histoire devient prospection. Les feux ardents du présent, les empires d'aujourd'hui s'essoufflent au rythme des pages, et le monde que nous connaissons se recroqueville sous votre plume acérée, qui ne concède rien à ceux qui refusent de voir dans le travail ces données anthropologiques, démographiques et économiques la marche dynamique du monde. À 25 ans, dans une Europe où l'on exagérait la puissance militaire et économique de l'URSS, vous écriviez l'inverse dans La chute finale, relevant à l'aide de votre méthode fraîchement élaborée les failles de l'URSS. 15 ans après, les faits vous donnent raison et l'URSS disparaît. Prophète tous les quarts de siècle, vous réitérez en 2002 avec « Après l'Empire », dont la thèse est explicite et nous intéresse aujourd'hui. Car à l'époque, vous disiez « Loin d'être la manifestation d'une toute-puissance unilatérale, l'intervention en Irak des États-Unis est la preuve de leur déclin. » 15 ans après, cette assertion nous apparaît encore dense, pour ne pas dire provocante. À entendre le discours dominant des médias européens, les États-Unis restent la première puissance économique, culturelle et militaire. Mais pourquoi alors Donald Trump, dont l'électorat est aussi bien composé de gens diplômés et fortunés que de populations pauvres que nous pourrions apparenter aux perdants de la mondialisation, a-t-il autant de succès avec son slogan « Make America Great Again » ? Et parallèlement, pourquoi Hillary Clinton, qui personnifie cette Amérique unilatérale, impériale, interventionniste, est-elle si critiquée au sein de son parti et dans le reste des États-Unis ? C'est peut-être qu'une bonne partie des Américains ressentent ce que vous décriviez dans ce livre en 2002. La mondialisation initiée par les Américains qui, hier, leur profitaient, aujourd'hui des desserts. Avec l'Irak, les États-Unis ont découvert qu'ils n'avaient plus l'aval militaire systématique des pays du monde. Non seulement d'être déficitaires dans les exportations avec tous les pays du monde, l'extension à l'Europe de l'Est et la montée des pays asiatiques, l'économie américaine n'est plus celle qui produisait 50% de la production industrielle mondiale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, que dire ? Tandis que le monde entier scrute aujourd'hui avec appréhension les élections américaines, considérant que le choix du prochain président des États-Unis conduira à un changement majeur en fonction d'Hillary Clinton ou de Donald Trump, votre présence et l'analyse que vous vous apprêtez à nous livrer ce soir nous expliqueront en quoi ce duel politique était inévitable, eu égard de vos analyses en 2002.
Vous confirmez alors cette phrase de Fernand Braudel, il n'existe pas entre passé et futur de discontinuité absolue. Merci pour cette impressionnante présentation. J'aurais aimé être capable de faire ça à votre âge. Vraiment, c'était très bien. J'en suis tout ému. Donc, la conférence de ce soir est un exercice très particulier parce que les élections américaines sont aujourd'hui. En fait, et dans quelques heures, on aura le résultat. Et donc, je ne peux pas me mettre dans la situation d'un type qui va expliquer pourquoi telle ou telle personne a gagné. Mais bien évidemment, ce que je voudrais essayer de faire, d'abord dans la présentation que je vais donner, puis dans les questions, c'est d'essayer de vous communiquer les éléments qui vous permettront, ou certains éléments qui vous permettront de comprendre ces résultats. Je crois que c'est particulièrement nécessaire parce que le traitement médiatique des élections américaines, je dirais, a été encore plus fou que la campagne elle-même. C'est-à-dire que, je veux dire, on ne peut guère critiquer la presse, et les médias et les télévisions en France qui ne font que recopier ce qu'ils lisent dans la presse et les médias de l'establishment américain, en rajoutant juste un zeste d'incompétence et de méconnaissance de l'histoire américaine et de la société américaine. Mais la presse américaine et la presse anglaise de l'establishment est devenue littéralement folle pendant cette campagne. Moi, tous les matins, l'une des choses que je fais, quand je n'ai plus le courage de lire Le Monde, je regarde le New York Times, le Washington Post, j'ai même commencé à regarder le Los Angeles Times, et puis les trois grands journaux anglais, le Guardian, The Independent, et puis le Telegraph, qui est le journal de droite, qui est le seul lisible en fait. Si vraiment vous ne voulez pas perdre de temps, je suis moi-même de centre-gauche, il faut admettre que le Telegraph est le seul journal anglais qui soit lisible avec de temps en temps des articles intéressants. Mais dans l'ensemble, on a une sorte de vision folle, un establishment mobilisé, pas simplement contre Trump, mais contre son électorat. Et une presse qui essaye de faire disparaître, je dirais, tout l'intérêt de la campagne électorale. Tout ce qu'on nous dit sans arrêt, c'est que cette campagne est un mauvais moment à passer, que les électeurs américains souffrent terriblement d'avoir à voter, ce qui est sans doute vrai, puisque c'est un moment dur dans leur existence, mais avec l'idée que la campagne est anormale, qu'elle n'aurait pas dû exister, et qu'elle est peut-être un signe en elle-même du déclin de l'Amérique. Je crois que la première chose que je voudrais préciser, c'est que pour moi, c'est exactement le contraire. Quel que soit le résultat, cette campagne est plutôt le début, je dirais, d'une reprise en main de l'Amérique par elle-même. Alors, moi, je suis connu pour avoir, ça a été rappelé là, pour avoir écrit ce livre Après l'Empire, qui est considéré comme un classique de l'anti-américanisme. Je me souviens qu'à l'époque, je disais à tout le monde dans les interviews, je disais, mais vous savez, je ne suis pas anti-américain. Tout ce que je dis ne va pas au-delà de ce que dirait un démocrate de gauche américain. Tout ce que j'espère, c'est que l'Amérique retombe sur ses pattes et redevienne une nation autonome plutôt qu'un système impérial. Et évidemment, personne ne m'avait cru. Tout le monde disait « ouais, c'est de la tactique ». Il dit ça pour, etc. Non, si, vraiment, je veux dire, par tradition familiale, dans ma famille, on a confiance dans les États-Unis. Ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. Le père de mon père, dans l'autre lignée, a fini sa vie citoyen américain, également réfugié aux États-Unis, tout le monde en Californie. Donc je ne fais pas semblant. J'ai une véritable affection pour les États-Unis. Et là, actuellement, c'est ce qui me permet, je pense, de voir
ce qui se passe, enfin en partie ou autrement, ce qui se passe. Et je ne vois pas ces élections comme la preuve du déclin. Moi, je les vois, je vais parler des éléments de déclin, je vais parler de l'électorat de Trump, etc. Mais je ne le vois pas comme je le vois plutôt comme ça y est, je veux dire, maintenant les problèmes sont sur la table, l'Amérique commence à s'intéresser à ce qui ne va pas et de vraies questions sont posées. Donc on peut le dire tout de suite, la campagne électorale américaine s'est terminée par des jets de ce qu'on pourrait appeler métaphoriquement des jets de tomates, des choses extrêmement personnelles sur Trump, sur Clinton. D'une certaine façon curieuse, c'était plus personnel sur Trump, puisqu'on parlait de son attitude vis-à-vis des femmes et de choses comme ça. Les problèmes d'Hillary Clinton sont plus dans son rapport, je dirais, à la loi et la façon dont elle a utilisé le pouvoir d'État dont elle a disposé à une certaine époque. Et on a fini par oublier ce qui avait été le démarrage de la campagne de Trump et ce qui avait permis à Trump d'émerger. Et Trump a, je dirais, rompu les tabous sur deux éléments centraux de la globalisation. Le premier, ce sont deux de ce que les théoriciens de la globalisation, qui est une idéologie autant qu'un fait, les théoriciens considèrent comme important, c'est deux des quatre libertés qu'ils mentionnent en général, c'est la liberté des échanges et la liberté de circulation des hommes. Hein, l'idée, c'est l'idéologie de la globalisation, c'est une sorte de vision individualiste, hyper individualiste de l'espèce humaine, dans laquelle il n'y a que des individus, il n'y a plus de nations, ces individus doivent être libres, et donc ils doivent pouvoir circuler librement comme s'ils n'appartenaient en fait à aucun système national ou culturel particulier. Et puis, bien entendu, les marchandises doivent circuler. Alors, les autres libertés, ça va être la liberté de circulation du capital. Et il y en a une quatrième que j'oublie toujours et que je n'arrive pas à mémoriser, tellement je n'adhère pas à cette idéologie. Et Trump a démarré... Alors, d'abord, je crois qu'il faut être lucide, il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans la campagne de Trump, la question de son délire anti-mexicain et de son rejet du libre-échange ont été absolument liés. Au stade actuel, la remise en question de la liberté de migration internationale, qui n'a jamais complètement existé, mais l'idée que les sociétés doivent, d'une certaine manière, rétablir des frontières à peu près contrôlables, a été le véritable déclencheur, mais ce déclenchement a été accompagné, dans le cas de Trump, d'une mise en question du libre-échange, qui est, il faut bien voir, quand même, ma vue n'est plus très bonne, mais il y a une majorité de gens jeunes à l'époque, donc je pense qu'ils sont pour la plupart nés dans le dogme du libre-échange, et il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Les économistes n'ont pas le droit de faire. Si vous êtes économiste et si vous admettez que le libre-échange a certains avantages, mais s'il est poussé trop loin, beaucoup d'inconvénients, vous ne pouvez pas faire carrière. Hein, je dirais donc là, d'ailleurs, 200 économistes des meilleures universités américaines ont signé une pétition défendant entre autres les valeurs du libre-échange, mais attaquant Trump et entrant en choc frontal avec ce qu'il représente. Donc on est confronté avec cette espèce de dogme du libre-échange à l'un des éléments centraux du consensus de Washington et quelque chose qui, est devenu, la mutation, le passage de l'ensemble de la planète au libre-échange a été initié par les États-Unis et se trouve actuellement au cœur de la campagne américaine, contestée, critiquée, et pas simplement par Trump. Sanders, le candidat malheureux, mais quand même
assez brillant à la primaire démocrate, avait au cœur, je dirais, de son programme aussi je dirais, une contestation du libre-échange. Et je me souviens avoir suivi à la télévision la convention démocrate avec le ralliement malheureux de Sanders à Hillary Clinton. Et dans son discours de ralliement, ses supporters ne se sont animés quand il a été question, je dirais, de critique du libre-échange, etc. Donc on est confronté à quelque chose de très important. C'est pour ça que la présentation de la campagne américaine est fondamentalement mensongère. Je passe sur le fait que les électeurs de Trump sont présentés comme des analphabètes dangereux, obèses gravissimes, et représentent une sorte d'infra-Amérique, et qu'ils sont quelque part censés maintenant, les gens ont quand même compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en Amérique, hein, mais qu'ils représentent l'Amérique dont on ne veut pas. Mais la réalité de cette élection américaine, qu'il est utile à ce stade de mettre en regard de notre élection présidentielle, et qu'au contraire de notre élection présidentielle, l'élection américaine se fait ou a été lancée par des thèmes extrêmement sérieux de critique sociale, de critique économique et de mutation sociale et économique. Je veux dire, honnêtement, j'aimerais tellement avoir à choisir entre Trump et Clinton plutôt qu'entre ceux qu'on va avoir à notre présidentielle. Vous regardez les candidats de droite au dernier débat de la primaire française, vous aviez, maintenant je pense à eux comme les 7 nains, puisqu'il y en a 7. Donc vous avez des gens bien élevés, qui ont été décrits comme aimables, faisant des plaisanteries, censés être agressifs. Alors effectivement, quand on a regardé la primaire, les élections américaines, l'agressivité de Bruno Le Maire, on est quand même à un tout petit niveau d'agressivité, hein, ou de NKM, on est quand même... voilà. Et donc, en fait, là, on est confronté, en fait, dans le cas de la France, ce serait pareil chez les candidats socialistes, la primaire n'a pas commencé, donc ça ne vient pas à l'esprit, mais vous avez des gens bien élevés qui ne posent aucun problème d'éducation, mais qui disent tous la même chose, qui ne parlent pas des vrais problèmes de la société française, qui ne parlent pas du fait qu'il faut s'atteler au fait que la France a 10% de chômeurs, qu'elle est paralysée par l'euro, qu'elle est également détruite ou rongée par un libre-échange mal contrôlé, etc. C'est nous qui sommes ridicules en termes d'analyse politique. Ce n'est pas les Américains. Je crois que c'est vraiment une première chose à comprendre. Alors, pour voir ce qui se passe aux États-Unis, je crois que l'important, c'est d'essayer de replacer le rapport, de voir quelle séquence l'Amérique a suivi justement dans son évolution vers le libre-échange. L'Amérique n'a pas toujours été libre-échangiste. L'Amérique, d'après la guerre civile, enfin la guerre de sécession, comme on dit chez nous, a basculé dans un protectionnisme nordiste très efficace qui a permis le décollage économique américain. La prospérité de l'Amérique, la suprématie mondiale de l'Amérique a été réalisée dans des conditions de protectionnisme. Et au moment où l'Amérique commence à sortir de la crise de 29, le niveau moyen des prélèvements douaniers aux États-Unis en 1934 est encore de 18,5%. En 2007, il est tombé à 1,3%. Donc l'Amérique vit en régime de libre-échange. Alors si on suit la séquence, on va observer aux États-Unis un envol des importations seulement à partir des années 60. L'ouverture à l'immigration, les concepts de liberté économique et de liberté de circulation des marchandises et de liberté de circulation des hommes sont fortement associés dans le conscient ou l'inconscient des acteurs politiques.
La réouverture de l'Amérique à l'immigration, c'est 1965. Et dès la fin des années 70, on peut observer la crise, enfin une véritable crise de l'industrie automobile et autres aux États-Unis. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette crise, la crise induite par le libre-échange dans l'industrie américaine, la destruction en vérité de l'industrie américaine, n'a pas été suivie par une élévation des barrières douanières, mais en vérité, au contraire, par une accélération libérale. Donc 1980, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, et en 1984, c'est son deuxième terme en fait, sa deuxième présidence, il avait contre lui Mondale, qui est le candidat démocrate, et qui a perdu sur un programme protectionniste. Donc, ce qui est très intéressant dans l'histoire des États-Unis, là, je pars à la recherche des forces sociales qui ont permis l'effondrement du protectionnisme et la montée des inégalités aux États-Unis. Et pour comprendre l'importance du retournement actuel. Donc, Mondale perd d'une façon tout à fait spectaculaire, avec un projet protectionniste. Et entre 1980 et 1998, on a, je dirais, la première phase des effets pleins du libre-échange dans la société américaine, c'est-à-dire une montée des inégalités. C'est tout à fait normal. En vérité, on met les salaires en concurrence, les salaires américains en concurrence avec les salaires d'ouvriers éduqués, mais de pays moins avancés, etc. Donc il s'agit pour les milieux d'affaires américains de rétablir le taux de profit. Les justifications du libre-échange en général parlent des avantages pour toute la collectivité du libre-échange, qui sont réels à un certain stade, mais qui ne sont pas la totalité des choses. La réalité de la motivation des entreprises passant dans le jeu du libre-échange, important, délocalisant, c'est que ça fait monter le taux de profit, puisque vous vendez sur un marché intérieur et vous utilisez une force de travail sous-payée à l'extérieur. Donc la mécanique est très simple. Elle mène ultimement à la stagnation de la demande et à la crise mondiale. C'est tout ce qu'on a vécu. J'avais écrit ça dans un bouquin paru en, je ne sais plus quand, 98, l'illusion économique. Enfin, c'est un mécanisme assez simple. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces mécanismes sont simples et transparents pour les acteurs, et que malgré cette transparence pour les acteurs, on est resté dans ce libre-échange. Donc, entre 1980 et 1998, on est dans une sorte de première phase, et la montée des inégalités est, je dirais, compensée, si on peut dire, par une augmentation du revenu médian des ménages. C'est-à-dire qu'il passe de 48 500, en 1980, on est en monnaie constante, on est à 48 500 $ à 58 000 en 1998. Alors, l'augmentation de revenus ne doit pas être prise comme quelque chose d'absolument génial, parce que c'est aussi l'époque où les femmes entrent sur le marché du travail, et le revenu des ménages, son augmentation, pour une bonne part, ne peut se produire que parce que les deux partenaires du couple travaillent maintenant. Donc en vérité, l'effet de pression sur les salaires agit déjà. Entre 1999 et 2014, bon, bien entendu, on a eu la crise qui a commencé en 2007-2008, la grande récession, mais on pourrait dire qu'on a eu l'apogée et la crise de la globalisation. Ce qui permet de décrire cette période comme l'apogée de la globalisation, c'est la période, 1999-2014, c'est la période durant laquelle le nombre des utilisateurs d'Internet, instrument merveilleux, est passé sans doute de 5% à 50% dans le monde. Donc il y a un élément dynamique, il y a du changement technologique, il y a tout ce qu'on a vécu dans la période récente, mais c'est une période où, pour les États-Unis, les inégalités ont continué à monter, mais surtout, là, le revenu médian des ménages a stagné et même baissé
En fait, il y a eu une sorte de toute petite reprise dans la phase récente, dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, mais sur l'ensemble de la période, le revenu médian des ménages américains, donc 99-2014, est passé de 58 000 dollars à 56 500 dollars. Donc on est vraiment, disons, à la louche stagnation. Et il faut bien voir qu'une stagnation, là on est au-delà de la montée des inégalités, hein, une stagnation dans le contexte d'une société comme la société américaine, dont toute l'histoire n'avait été, au-delà des crises cycliques d'ampleur variée, qu'un extraordinaire succès économique, c'est une rupture historique absolument fondamentale. Quelque chose dont on n'a pas idée, je veux dire, dont on ne voit pas du tout. La société française a connu des années très heureuses dans l'après-guerre. Elle s'est sans doute un peu habituée dans cette période à une croissance ininterrompue, mais ça ne durait que quelques décennies. Le cas des États-Unis est complètement différent. Donc la rupture du rêve américain, c'est très certainement cette stagnation des ménages, du revenu des ménages. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, comment dire, ça sera nié par tous les économistes qui signent des pétitions. Je parlais d'une pétition avec 200 économistes des meilleures universités, les mieux payés, hein, comme économistes bien entendu, puisque j'ai aussi une pétition de prix Nobel qui est un peu plus discrète, mais qui dit anti-Trump, mais qui dit à peu près la même chose. Je veux dire, il y a un élément mystérieux parce que bien sûr, cette culture économique ou économiste est apparue avec ses postes, ses bureaucraties, ses privilèges, ses prix Nobel décernés par la Banque de Suède. Donc une vaste organisation de la non-analyse économique réelle, une vaste organisation du mensonge. Mais en fait, l'effet du libre-échange sur l'industrie, sur les salaires ouvriers, puis sur les salaires des gens des classes moyennes. Aux États-Unis, au départ, les ouvriers faisaient partie de la classe moyenne. Hein. Je veux dire, tout ça est très, très évident, très, très simple. Donc, la montée des inégalités, elle s'est faite malgré, je veux dire, une analyse facile. Il aurait été extrêmement facile à n'importe quelle étape pour les États-Unis qui font le jeu, ou qui ont été les initiateurs des évolutions économiques. Il aurait été extrêmement facile pour eux de dire bon, bah, ça va comme ça, on rétablit un peu de barrières douanières, on protège notre classe ouvrière, on protège la démocratie américaine. En fait, ça aurait été très facile. Et c'est très facile à comprendre. Et ça n'a pas été fait. Et donc, en vérité, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pour moi, l'effondrement, je dirais, de la valeur d'égalité aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été réalisé par l'évolution économique, qui a été réalisé par l'abaissement des barrières douanières et leur non-rétablissement en période de crise, mais c'est quelque chose qui a été rendu possible par l'évolution éducative des États-Unis. Pas seulement des États-Unis d'ailleurs, mais les États-Unis font la course en tête pour l'économie, ils l'ont fait en tête, mais aussi pour l'évolution du niveau éducatif, ils l'ont également, je dirais, fait en tête. Alors, c'est quoi? Je vais essayer de résumer très simplement l'argument, ça tient en 3 phrases. Pour moi, la montée du sentiment démocratique, ce n'est pas quelque chose qui était dû à une ambiance économique au XVIIIe, XIXe ou XXe siècle. C'est quelque chose qui était lié à la montée du niveau éducatif. En fait, les sociétés les plus avancées ont atteint à des époques diverses et variées, entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, un état d'alphabétisation universelle. 100% ou à peu près des gens, ou en tout cas des jeunes, sachant lire et écrire. Et la diffusion de cette éducation universelle a créé, à un moment donné dans l'histoire, des sociétés homogènes dont le subconscient était, pour ainsi dire, égalitaire. C'est ces sociétés-là qui se sont senties très nationales, qui ont été capables de produire des
politique économique de type protectionniste. L'Amérique protectionniste du début du siècle, c'était une période où vous prenez l'Amérique en 1900, vous avez, vous prenez les gens de 25 ans, et là-dedans, vous avez seulement, tout le monde sait lire et écrire, je ne parle pas de la population noire, hein, et de quelques immigrés irlandais qui rattrapent rapidement, mais vous avez, au-delà de cette éducation, de cette instruction primaire, vous n'avez pas grand-chose, et vous avez simplement 2,5% des gens de 25 ans qui font des études supérieures. Vous voyez, donc la structure de la société, et si les gens qui ont fait des études supérieures et qui veulent écrire des livres veulent avoir un public, oral ou écrit, ils doivent parler aux gens qui ont une éducation primaire. Ils ne peuvent pas vivre entre eux. On ne vit pas entre soi quand on est 2,5% de la population d'un pays. En 1940, ce pourcentage de gens de 25 ans ayant fait des études supérieures n'est encore que de 6%. Donc croissance réelle, mais très très lente. Alors dans l'entre-deux-guerres, la démocratisation va plus loin aux États-Unis puisque la majorité de la population atteint le stade des études secondaires. Alors là, 30 ans avant l'évolution européenne. Si vous reprenez les États-Unis en 1975, là vous constatez un bond, vous allez trouver 25% des jeunes qui atteignent le niveau du supérieur, et si vous vous placez vers 2000, vous êtes à 32%. C'est très bien, c'est le progrès, mais vous n'avez plus l'homogénéité éducative du passé. Vous avez une société qui est devenue fondamentalement stratifiée sur le plan éducatif, avec un nouveau type d'inégalité culturelle, avec des gens qui ont, qui ont une éducation supérieure et qui ont un peu tendance à se penser comme supérieurs. Si vous regardez les statistiques de l'OCDE, maintenant, on ne dit même plus éducation supérieure, on dit éducation tertiaire, parce que supérieur dit trop clairement la vérité sur ce qui se passe. Et donc, si vous regardez la société américaine, moi je pense que c'est ça qui est... Alors, la même chose s'est produite en France, la même chose s'est produite en Angleterre, la même chose s'est produite au Japon, en Allemagne, avec des niveaux différents chaque fois. Mais si vous regardez tous les pays, tous les autres pays, ça se passe, je dirais, beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. Les États-Unis atteignent un niveau de relative stabilisation éducative, une sorte de premier plafond, dès 1965 en fait. Nous, on a atteint ce plafond vers 1995. On a 30 ans de retard en termes de développement éducatif sur les États-Unis. Je sais que la tendance actuelle, si on regardait les actualités sur les élections américaines, ce serait de considérer que la moitié des États-Unis, des Américains sont des analphabètes obèses, hein, comme je disais tout à l'heure, électeurs de Trump, etc. Mais non, je veux dire, il y a des difficultés éducatives aux États-Unis, mais en vérité, le niveau d'éducation moyen de la population américaine est très élevé. Et surtout, il y a une situation tout à fait particulière aux États-Unis par rapport à nous. Dans un pays comme la France, quand on compare les niveaux éducatifs, on voit encore des différences entre tranches d'âge. Comme le boom de l'éducation supérieure est relativement récent en France, les plus de 75 ans, les plus de 65 ans, ou même les plus de 50 ans, ont des niveaux d'éducation moyens très inférieurs à ceux des jeunes. Aux États-Unis, non. Il faut aller chercher les plus de 70 ans pour trouver des niveaux éducatifs franchement plus bas que ceux des jeunes générations. Donc vous avez une population, vous avez une Amérique qui est plutôt en stagnation éducative, avec quand même une légère reprise ces dernières années, mais qui est quand même, et quels que soient les défauts de l'éducation américaine, ses imperfections, son laxisme dans certains domaines, vous avez une population qui est quand même, qui est à un niveau tout à fait d'éducation, tout à fait élevé, même s'ils sont un peu moins bons en maths que les populations finlandaises, japonaises ou coréennes. Mais ça peut vous donner, cette référence au concept d'éducation, peut vous donner une description de la société américaine. Donc si vous prenez les types qui, donc vers 2010 sans doute, les gens qui ont fait une éducation secondaire incomplète, ce qu'on appelle les high school dropouts aux États-Unis,
ça va faire 14% de la population. Éducation secondaire complète, un high school avec un degree, 32%. Catégorie très importante pour comprendre les élections américaines, some college, no degree, c'est-à-dire éducation supérieure, mais qui n'a pas mené à l'équivalent d'une licence. 25%. Et avec un BA, c'est-à-dire l'équivalent d'une licence, vous avez 30% des gens. Donc vous avez une société qui est devenue fondamentalement inégalitaire, une société qui est très libérale et qui a atteint, je dirais, une sorte d'apogée, en fait. Donc, en fait, je résume la séquence. Vous avez, telle que je la rétablis, la véritable séquence, c'est que la montée des inégalités éducatives crée une ambiance, je dirais, inégalitaire, crée des sentiments de supériorité chez les gens qui ont fait des études supérieures. Ça a commencé à apparaître aux États-Unis dès la guerre du Vietnam, hein, puisque les gens des universités étaient dispensés d'aller se faire tuer au Vietnam. Et puis vous avez des gens, ce groupe à éducation supérieure finit par couvrir toutes les tranches d'âge, et il finit par être capable de vivre sur lui-même, de développer sa propre culture et de regarder de haut les gens qui n'ont pas eu cette éducation supérieure. Est-ce que vous peut-être commencez-vous à sentir les débats aux États-Unis, ces sentiments d'élitisme, je dirais, qui sont derrière la campagne d'Hillary Clinton, je veux dire ce qu'on appelle populisme du côté de la campagne de Trump, qui renvoie, bien entendu, à ces différences éducatives. Alors, si vous voulez vraiment comprendre, je vais parler, en fait, je vais dire comment l'électorat de Trump et de Clinton se répartissent dans les sondages précédents par rapport à ces variables éducatives. Mais je voudrais d'abord confesser et dire pourquoi l'évolution, parce que là, je suis dans l'attitude du type qui dit « ouais, c'est facile ». Il n'y a qu'à regarder les évolutions économiques de fond. L'origine des évolutions économiques, c'est dans cette stratification éducative, la montée d'un sentiment inégalitaire. Mais honnêtement, le basculement de l'Amérique dans la contestation m'a surpris. Parce que mon vrai métier, c'est l'analyse des structures familiales. J'ai beaucoup travaillé sur le rapport entre structure familiale et idéologie politique, ou attitude, je dirais, culturelle vis-à-vis de l'égalité, l'inégalité, la liberté. Et ma vision du monde anglo-américain, c'était une vision qui était dérivée de ce que je sais de la famille nucléaire anglo-américaine, c'est-à-dire un système familial très libéral, et pas du tout intéressé, pour ce qui concerne les rapports entre enfants, par la valeur d'égalité. Donc la vision que j'avais, je dirais, de ce monde, c'était la vision d'un monde qui, bon, certes, laissait monter les inégalités, mais qui était supérieurement doué pour accepter l'inégalité. Et la vision que j'avais de la globalisation et de ses effets économiques inégalitaires, c'était, c'était quelque chose qui avait été lancé par le monde anglo-saxon, qui pouvait se permettre ça. Eux, ils peuvent. L'individualisme absolu, l'acceptation de la montée des inégalités, qui effectivement était beaucoup plus forte en Angleterre, aux États-Unis, que partout ailleurs. Eux, ils peuvent supporter, et les autres pays autour, la France, l'Allemagne, le Japon, qui ont des systèmes familiaux différents, des systèmes de valeurs différents, ils embrayent, ils suivent, mais ils résistent, et ils sont moins doués pour ça. Je veux dire, dans le système familial de la France du bassin parisien, il y a une forte valeur égalitaire. Dans le système familial japonais ou allemand, c'est le même. Vous avez des traditions d'intégration de l'individu au groupe.
Bon, les Russes, n'en parlons pas, ils ont les deux, l'égalitarisme et l'intégration en groupe, donc ils sont restés complètement à l'extérieur du système. Mais au fond, jusqu'à très récemment, j'étais presque résigné à la vision d'un monde dans lequel les pays le monde anglo-saxon imposait ses valeurs qu'il pouvait lui-même supporter, et puis les autres suivaient et on n'en sortait pas. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre pourquoi, d'une certaine manière, c'est tout l'enjeu de ce qui se passe actuellement. Pourquoi le monde, c'est comme si le monde anglo-saxon ne supportait plus les conséquences de ses propres valeurs. Le monde anglo-saxon a lancé la globalisation. Le monde anglo-saxon a imposé les règles du libre-échange. Vous voyez, c'est vraiment... il y a le leadership américain relayé par l'Angleterre, quand on voit la place qu'a pris Londres en tant que régulateur financier mondial, on est ramené à ça aussi. C'est vraiment de là qu'est partie la globalisation, l'acceptation de la montée des inégalités, même si dans chacune des sociétés avancées, le terrain était réceptif à la montée des inégalités à cause de la montée des inégalités éducatives. Donc il y avait de quoi recevoir, mais moins bien. Et là, c'est comme si on avait été trop loin. Et alors là, on peut suivre. Les gens pensent en général comme facteur de rupture à la grande récession commencée en 2007-2008, au rétablissement depuis qui n'est pas complet, puisque le taux de chômage a baissé, mais le taux d'emploi dans la population américaine reste très faible. Mais c'est surtout que toute l'année dernière, la presse américaine a été remplie d'études démographiques absolument catastrophiques qui évoquaient une remontée de la mortalité dans la population blanche de 45 à 54 ans. C'est-à-dire qu'on a atteint, je veux dire, le stress induit par le monde néolibéral, par l'économie ou les conceptions idéologiques du monde libéral. Ce n'est pas juste des questions de niveau de vie, c'est des questions d'insécurité, puisque ce qui explique la hausse de la mortalité dans ce groupe d'âge, c'est des phénomènes de surconsommation d'alcool, de drogue, de médicaments d'un type ou d'un autre. Je veux dire, là, le niveau de stress de la population est devenu trop grand et, pour moi, ayant passé ma vie à dire que les systèmes familiaux déterminaient l'idéologie, c'est comme si là, on était sorti du modèle. Même les gens créateurs du modèle libéral et individualiste et inégalitaire ne supportaient plus ça. Alors, c'est cette augmentation de la mortalité pour les Américains blancs de 45-54 ans, on ne va pas la retrouver chez les Noirs et les Hispaniques. Les Noirs sont à un niveau supérieur de mortalité, mais elle continue à baisser. Les Hispaniques, en vérité, ont une mortalité infantile inférieure à celle des Blancs, pour des raisons sans doute de structure familiale ou d'attention aux enfants, mais ça ne les concerne pas. C'est vraiment, je parle des 70-75% de la population blanche majoritaire. Je donne le chiffre 70-75% parce qu'actuellement, dans l'élection, on parle des Blancs comme s'ils étaient devenus une minorité aux États-Unis. Une bonne partie de l'enjeu de l'élection, du résultat de l'élection, dépend du degré de mobilisation pour Trump de ce groupe blanc face aux démocrates qui veulent s'appuyer sur les minorités noires et hispaniques qui ne représentent chacune que 12,5% en gros de l'électorat. Quand on rentre dans le détail, on retrouve dans l'évolution de la mortalité, on retrouve ces critères éducatifs d'une façon très très claire. C'est-à-dire, pour les gens qui ont des diplômes d'éducation supérieure, BA, college avec degree, la mortalité a continué à baisser. Pour les gens de cette catégorie intermédiaire, some college, no degree, donc supérieure incomplète, là, on observe simplement une stagnation, là où la baisse continuerait pour eux dans les pays européens ou au Japon. Et pour les gens qui n'ont eu qu'une éducation secondaire, complète ou incomplète,
C'est là que se produit le gros de l'augmentation. Alors, il faut faire attention à ce stade. Il ne faut pas, je pense que l'erreur fondamentale dans l'analyse, quand vous verrez l'analyse des résultats électoraux, ce qu'il faudra regarder, c'est bien entendu la distribution selon le niveau éducatif. Et d'ailleurs, l'une des choses absolument fascinantes dans les débats américains préélectoraux, c'est la façon dont la variable éducative est devenue centrale dans la présentation. C'est très explicite. En France, c'est aussi déjà comme ça, en fait. La variable éducative est la plus déterminante dans les comportements électoraux, mais ça n'est pas conscient au même degré aux États-Unis. C'est conscient aux États-Unis parce que ça permet de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe dans les sondages. Et puis aussi, les gens se situent et développent des consciences d'appartenir à un groupe éducatif. Alors, maintenant, en fin de campagne, on est effectivement arrivé à une situation où, dans le groupe blanc, en particulier, dans le groupe blanc uniquement, à vrai dire, la probabilité de voter pour Trump ou Clinton est fonction du niveau éducatif. C'est-à-dire, le vote Clinton semble devoir être maximal chez les gens qui ont même mieux qu'une licence, c'est-à-dire les éducations supérieures les plus avancées. Et puis ensuite, vous avez un succès, une majorité écrasante chez les gens qui ont l'équivalent d'une licence, un BA. Et puis, en fait, mais d'après les derniers sondages préélectoraux que j'avais vus dans le Washington Post, je veux dire, la presse américaine est complètement folle dans son commentaire, mais reste très supérieure en termes de présentation de données factuelles. Ça reste très supérieur à un journal comme Le Monde ou à Libération. On trouve des choses quand même très intéressantes dedans. Et là, vous avez qu'au niveau, dans les derniers sondages, au niveau, dans le groupe blanc, au niveau éducation secondaire incomplète, Trump était majoritaire. Et bien entendu, son avantage maintenant devient écrasant dans le groupe des gens qui n'ont pas du tout d'éducation supérieure. Mais au démarrage de la campagne, les meilleurs résultats prévus pour Trump n'étaient pas du tout chez les gens, ou pas complètement, chez les gens sans éducation supérieure, mais l'axe de départ, c'était les gens ayant une éducation supérieure incomplète, pas les gens du secondaire ou du primaire. Donc il y a vraiment, et c'est très intéressant, c'est que la campagne électorale, en présentant les électeurs de Trump comme des demeurés non éduqués, a fini par réaliser l'alignement sur ces catégories. Mais la vérité, c'est que quand même, Trump, aux dernières nouvelles, était majoritaire chez les gens ayant une éducation supérieure incomplète. Une chose analogue s'est passée pour le Front National dans les années 80. Au début, le Front National avait un public, en 84-86, un public social, mettons, assez divers. Et la thématique s'est installée d'un électorat du Front National populaire, peu éduqué, etc. Et ça finit par devenir vrai. Vous voyez, donc c'est vraiment le même genre de mécanisme. Mais c'est très important parce que ça suggère que le conflit n'est pas, je dirais, ce qui rend en fait la poussée de Trump dangereuse pour les démocrates. Je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. En fait, pour moi, c'est 50-50. Je n'ai aucune idée du résultat qui peut se produire. Mais en vérité, ce qui rend l'électorat, ce qui rend la poussée électorale de Trump dangereuse pour les démocrates, c'est qu'elle n'est pas simplement une révolte populiste de gens qui sont, comme on le suggère, à un niveau éducatif très bas. C'est que c'est des gens quand même où il y a une majorité dans le groupe blanc chez les gens qui ont, je dirais, une éducation supérieure incomplète. Donc, au sens culturel, c'est un phénomène de classe moyenne. Et les bouleversements historiques interviennent dans les sociétés quand les classes moyennes, quelle que soit la définition de ces classes moyennes, je dirais, interviennent. J'ai parlé combien de temps là ?
Est-ce qu'on peut me dire combien de temps j'ai parlé? J'ai parlé une... Bon, alors, bon, écoutez, je vais m'arrêter là, et puis il y a des étudiants qui doivent me poser des questions, et je dirai la suite dans le jeu des questions. Parce que ça, c'est inamical. Voilà, ok. Merci Emmanuel Todd pour cet exposé. Donc, on va passer aux questions préparées par les membres d'Isegoria. Ma première question concerne un concept qu'a évoqué Olivier Piton, donc un avocat en droit public français, européen et américain. Donc, ça concerne l'européanisation de la vie politique américaine, avec une remise en cause de la tradition de l'immigration qui est pourtant séculaire aux États-Unis, avec des thèmes populistes comme celui de l'insécurité, du chômage de masse, et aussi le thème du déclinisme. Donc, est-ce que vous êtes d'accord en fait avec cette théorie d'Olivier Piton d'un symptôme d'européanisation? Je veux dire, si on prend les thèmes, c'est indiscutable, et ça va être dit par certains commentateurs américains eux-mêmes. Si on pense en termes de dynamique historique, ça ne tient pas. C'est-à-dire que, bon, en tout cas, si on prend au sérieux les variables que j'ai évoquées, la dynamique éducative, la dynamique de montée des inégalités, pour moi, on peut saisir une séquence américaine qui est non pas simplement autonome par rapport à ce qui se passe en Europe, mais l'Amérique est en avance. Si vous voulez, l'idée... Si on pense simplement difficultés économiques, niveau de vie, etc., on va avoir le sentiment, effectivement, que les thématiques européennes et américaines sont un peu la même chose en ce moment. Mais il faut bien voir que l'Amérique fait la course en tête dans toutes les dimensions. Donc faire la course en tête, ça va être, dans un premier temps, ça a été faire la course en tête dans l'ascension économique, et ensuite ça a été faire la course en tête dans la stagnation éducative et économique, et faire la course en tête dans le déclin économique. Donc peut-être il y a un moment donné où on se croise, mais il y a beaucoup de traits que les Européens et les Français en particulièrement prennent pour des éléments de supériorité, hein, c'est-à-dire la France n'a pas de hausse de la mortalité, à ma connaissance, etc. Mais c'est simplement peut-être parce qu'on est en retard. C'est un déclin à l'américaine est devant nous. Vous voyez, donc je pense qu'il y a un élément de... Alors bien entendu, il y a des interférences, tout ça se passe au même moment, mais je ne pense pas qu'il faille rechercher des éléments de compréhension ou de prévision dans ce qui se passe aux États-Unis. L'idée d'États-Unis rattrapant l'Europe, ce qui est troublant, c'est qu'on serait rattraper l'Europe sur des problématiques régressives. Donc le concept, c'est déjà curieux. L'idée qu'on rattrape dans la régression est curieux. Et surtout, vraiment, quand on pense aux États-Unis, ce qui est formidable quand on travaille sur les États-Unis, c'est si vous travaillez sur la globalisation dans un contexte français, ou allemand, ou japonais, vous êtes confronté à un énorme machin qui vient de l'extérieur. Donc vous êtes sans arrêt forcé d'essayer de voir ce qui vient de la dynamique propre de la société française, ou allemande, ou japonaise, et puis ce qui est imposé par le monde extérieur. Alors, souvent on dit qu'on peut le présenter comme une sorte de monde total, mais on sait bien que ce monde extérieur est dominé par les États-Unis, pour ce qui concerne la globalisation. Quand vous travaillez sur les États-Unis, c'est quand même génial. Vous avez un pays de 300 millions d'habitants, vous prenez l'ensemble du monde anglo-américain, vous ajoutez le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, vous avez déjà plus d'habitants que l'Europe croupion qui est en train de se fabriquer, là, c'est-à-dire l'Europe sans l'Angleterre. Hein, vous avez plus d'habitants réellement. Le monde anglo-américain est maintenant plus gros que l'Europe. Donc en fait, vous n'avez pas... on peut travailler sur le monde anglo-américain comme sur un objet assez autonome en termes de dynamique historique. C'est vraiment plus facile.
Les Américains, c'est pour ça que cette campagne américaine est passionnante. C'est les Américains décident pour eux-mêmes. Vous voyez, on n'est pas habitué, nous en France, on va élire le mec qui va nous représenter à Berlin. Mais, pardon, je pense. Très bien, merci, merci Monsieur Todd. En fait, je trouvais ça intéressant le parallèle que vous faites, je dirais, entre le double regard intérieur-extérieur. Et en fait, quand on parle notamment du président américain, on imagine souvent que c'est peut-être la personne la plus puissante au monde, mais c'est vrai que du point de vue intérieur, sur la scène intérieure, la perception est assez différente en raison notamment des checks and balances, des lobbies, etc. Et est-ce que justement la globalisation, en tant qu'elle vient rebattre les cartes de la puissance et, je dirais, remettre en cause le pouvoir de l'exécutif américain, est-ce qu'il n'y a pas également ça peut pas être la source d'une crise de la démocratie, au fond, une crise de la légitimité, comme si le président américain qui brillait essentiellement à l'extérieur ne perd ce bastion de puissance? À l'extérieur, vous voulez dire que la perte de prestige externe, oui, mais c'est l'extérieur dans la campagne américaine est effectivement très important. C'est-à-dire que les démocrates, Hillary Clinton, sont totalement russophobes. La présence de la Russie dans la campagne américaine est totalement ahurissante. En vérité, comme la Russie est le seul pays qui puisse tenir tête aux États-Unis sur le plan nucléaire, ça suggère qu'il y a une fraction de l'establishment américain qui ne pense que militaire, en fait, qui pense militaire plutôt qu'économique. Mais la réalité du système impérial américain, c'est que, je dois dire, qu'il se comporte ainsi que il lui arrive ce que j'avais un peu prédit dans Après l'Empire, dans ce bouquin, c'est que l'Amérique est en train de perdre le contrôle, l'un après l'autre, le contrôle de tous ses alliés. C'est-à-dire l'Amérique a perdu le contrôle de l'Europe, qui est maintenant contrôlée par l'Allemagne. Chaque fois que les Américains essaient de demander poliment aux Allemands de cesser leur politique d'austérité, ils se font envoyer au bain. L'Arabie Saoudite, au jeu extrêmement trouble, n'obéit plus aux Américains. La Turquie n'obéit plus aux Américains. Récemment, on a vu les Philippines et la Malaisie faire des coquetteries avec la Chine. Je veux dire, le système impérial américain. Et c'est vrai que c'est très présent dans la campagne. Et c'est là... moi, d'ailleurs, je suis sur le fond... si je l'ai dit l'autre jour à France Culture, je ne suis pas un Trumpophile au sens propre. Et je tiens à rappeler ce que j'ai déjà dit là-bas, c'est que j'ai été personnellement très déçu par l'hôtel Trump de Las Vegas. Vous voyez, donc, quand on a une mauvaise expérience d'hôtel, on ne peut pas adhérer à un projet. Mais l'attitude vis-à-vis de deux candidats est vraiment curieuse. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité. C'est comme s'il y avait une solidarité des establishments. Je vais venir à votre question sur il y a une solidarité des establishments, des éduqués supérieurs, des gens qui ont des bonnes manières, qui veulent manger bio, qui se préoccupent du réchauffement climatique, qui veulent le désarmement quand il y a des armes à feu. Enfin, ils parlent le même langage. Hein. Le délire du Monde sur Trump est le même que le délire du New York Times ou le délire du Guardian. C'est très souvent des gens de gauche, d'ailleurs, presque plus que des gens de droite. Et il y a la présentation de Trump comme un type dangereux sur le plan international et d'Hillary Clinton comme quelqu'un de compétent et sûr. Mais là, pour moi, c'est qu'on atteint le sommet du délire. C'est-à-dire que si on se place par rapport à cette notion de déclin de l'Empire, tout ce que dit Trump, je me suis tapé la lecture de son dernier livre, Crippled America, l'Amérique estropiée, encore plus héroïque que d'aller dans son hôtel. Mais Trump, c'est un mec qui admet la vérité. C'est un type, c'est ça qu'il y a dans le message de Trump. Tout le monde ment dans cette campagne américaine. Il y a des gros mensonges sur Obama, son acte de naissance. Sur Hillary Clinton, c'est moins clair que c'est des mensonges, parce que comme on ne sait pas tellement ce qu'on va déterrer sur elle, c'est pas clair. Mais si on passe du niveau... je veux dire, des conflits interindividuels et du lancer de tomates freestyle entre les candidats, si on repasse sur le plan infrastructurel, sur la réalité des évolutions sociologiques ou la réalité des évolutions internationales,
C'est Trump qui dit la vérité. C'est Trump qui dit à l'Amérique qu'elle est estropiée, que ça va mal. Donc c'est lui qui est en phase sur la remontée de la mortalité. Alors qu'en face, vous entendrez Clinton et les démocrates qui vous parlent de leurs valeurs. Méfiez-vous, quand un type vous parle de ses valeurs, ça veut dire qu'il est plus proche des valeurs boursières en France que des valeurs au sens moral. Et donc c'est un début de déni de la réalité. Et donc il pense, Clinton se présente comme quelqu'un qui veut conserver quelque chose de merveilleux, et Trump est un mec qui dit non mais c'est affreux, le niveau de vie baisse, le libre-échange détruit les niveaux de vie. Vous voyez, c'est donc la vérité sociologique et du côté. Et à l'international, c'est pareil. C'est-à-dire, Trump est un type qui prend acte du déclin international des États-Unis. Trump est un type qui dit non mais écoutez, on n'a plus les moyens, il va falloir que les alliés assurent un peu leur propre défense. C'est pas... Et donc c'est un type qui veut un recentrage national, mais qui n'est pas belliciste, qui veut s'entendre avec la Russie, qui dit que les alliés doivent se débrouiller tout seuls. Le langage de Trump est toujours un peu hyperbolique. On s'attache un peu trop à la lettre de ce qu'il dit, plus qu'à son esprit, à sa vérité. Alors que Hillary Clinton, qui est dans le déni quand elle parle de la réalité intérieure des États-Unis, qui se présente comme stronger together, c'est ça, hein, réunir, etc., elle est en vérité pour la conservation d'une société fragmentée. J'espère qu'on aura le temps de dire un mot du problème racial aux États-Unis. Fragmentée sur le plan éducatif, fragmentée sur le plan des niveaux de vie, fragmentée sur le plan racial. Et ce qui assure la fragmentation et la désunion de la société américaine, c'est bien entendu l'absence de protection douanière. Alors elle a fait des bruits sur les protections douanières à cause de Sanders, mais personne n'y croit là-bas. C'est pas du tout le sujet. Voilà, donc, et dans le domaine international, Hillary Clinton, c'est le déni de réalité. C'est des projets d'intervention en Syrie, c'est la possibilité de la guerre avec la Russie. Enfin, c'est une sorte de... C'est là que les commentaires... C'est là qu'on voit bien que les commentaires des presses de l'establishment français, anglais ou américain sont beaucoup plus dans des phénomènes de domination culturelle, de volonté d'avoir raison, d'affirmer leur puissance, plutôt que dans une perception réelle des sociétés et du monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question, mais c'était à côté du sujet, même si ça n'était pas dans le sujet. Ça ira ? Je reviens en deuxième séance. Plutôt que de se lancer dans une spéculation sur le résultat des élections, est-ce que vous pourriez nous dresser un rapide bilan des mandats Obama ? Du mandat Obama ? Obama, il a... En fait, je pense que quoi qu'il se passe, ce que le mandat Obama permettra de voir, ou permet déjà de voir, c'est que actuellement, on a vu, dans le cours de la campagne, on a vu les appareils partisans reprendre la main. On a vu les électeurs républicains un peu déboussolés par Trump, et l'establishment républicain aussi, parce qu'il y a un establishment républicain, se réaligner derrière Trump. On a vu les démocrates, qui détestent Clinton, qui est une véritable horreur, ça je peux le dire, se remettre derrière, je dirais, Hillary Clinton. On a vu Obama lui-même soutenir frénétiquement Hillary Clinton. Mais en fait, la présidence Obama était peut-être, là on se place au-delà des systèmes partisans, était peut-être déjà un premier pas vers le genre de recentrage national qui est derrière la candidature Trump. Obama a fait, au moins dans un premier temps, une politique extérieure beaucoup moins agressive. Il a essayé de ramener l'Amérique à ses possibilités réelles. Bon, il a mis en place un système de couverture santé. Il a, je veux dire, on voit, j'ai regardé les statistiques sur les phénomènes de reconstruction des infrastructures, routes, ponts, etc. Ça a déjà commencé aux États-Unis. Et donc, ça va être le paradoxe. C'est que, quelque part, alors ensuite, Obama a été aspiré par le vertige
du clintonisme, d'une certaine façon. Peut-être qu'on l'amène à se renier, d'une certaine façon, puisqu'il était lui-même beaucoup plus... je ne veux pas soutenir que Obama était une sorte de premier Trump. Je reconnais que là, ça serait un peu exagéré. Mais, voilà. Mais de toute façon, au final, ce qu'on constate, c'est que quand les systèmes idéologiques virent, ça finit par toucher les deux partis principaux, la gauche et la droite. C'est particulièrement manifeste dans le cas du monde anglo-américain. Donc moi, je suis convaincu. Ça, c'est un truc, ça reste vrai du système familial anglo-américain. C'est un système qui sépare très bien les générations et qui produit à intervalles réguliers des ruptures générationnelles très fortes. Donc c'est des systèmes qui peuvent changer de sens en termes d'orientation pas une grande facilité, mais avec une grande violence. Donc en 1980, 79-80, vous avez eu l'arrivée au pouvoir de Thatcher et de Reagan, et vous avez un monde anglo-saxon qui était tout à fait remarquable par l'État social mis en place par Roosevelt, par le welfare state britannique, etc. Et vous avez le monde anglo-saxon a fait un virage néolibéral extrêmement spectaculaire et passé en vérité presque pas à l'autre extrême. Pour les États-Unis, ça ne serait pas vrai. Mais pour l'Angleterre, oui. L'Angleterre est passé vraiment une sorte d'extrême individualiste. Même s'il reste le système de santé, il ne faut pas exagérer. Et là, j'ai l'impression qu'avec le Brexit, qui était aussi un recentrage national, qui a immédiatement eu dans le discours de Theresa May des implications sur le rôle de l'État, sur la situation des classes populaires dans la société. Il y a un discours de gauche conservatrice assez exotique, mais qui est un peu dans la logique du Brexit maintenant, au Parti conservateur. Donc il y a eu... L'Angleterre a commencé à virer, la campagne Trump plus Sanders montre que les États-Unis ont commencé à virer, mais ça va être dans les deux camps au final. C'est-à-dire que le virage néolibéral a touché finalement les conservateurs et les travaillistes, ou les démocrates et les républicains, enfin les républicains et les démocrates. C'est pour ça que maintenant les démocrates se trouvent les véritables porteurs du vieux message libre-échangiste. Et là, les évolutions, au final, devraient, si elles vont à leur terme, alors peut-être qu'on va vers... Peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait, c'est un chant du cygne de la démocratie américaine, qu'en fait, les valeurs libérales, inégalitaires américaines vont l'emporter et que les Américains vont vivre avec merveille la baisse de leur niveau de vie, la chute de leur espérance de vie, et qui vont en redemander, on ne sait pas. L'histoire se fait. Hein. Les États-Unis sont en tête, donc on n'a pas de précédent, on ne peut comparer à rien. On n'a pas de référent pour les États-Unis. C'est eux qui inventent l'histoire pour l'humanité, d'une certaine manière. Mais si les choses se passent, je dirais, raisonnablement, eh ben, on verra, quand on écrira l'histoire, on dira que le retour à une conception nationale de la vie sociale et politique et économique américaine, ça a un peu commencé avec Obama, ça sera... Si elle est raisonnable, ça sera peut-être poursuivi avec Hillary Clinton ou accéléré avec Trump. Mais en fait, ça devrait voilà. Donc, mais là, Obama n'est plus lui-même en ce moment. Je veux dire, ils sont tous redevenus des serviteurs de leur parti politique. Ça donne une idée, d'ailleurs, de l'autonomie du phénomène partisan, en fait. Et du coup, ça suffirait à expliquer le succès de Clinton, le phénomène partisan, parce que c'est vrai qu'on a un personnage assez particulier, enfin, vous décrivez, qui est loin d'être irréprochable dans le camp démocrate. Et enfin, on s'est beaucoup posé de questions sur le succès de Trump, mais en fin de compte, comment expliquer que Clinton ait pu se propulser jusque-là? Est-ce que le nom et l'expérience politique ont suffi? Non, il y a des vraies forces. C'est-à-dire que si on décrit la société américaine comme stratifiée, comme je l'ai fait, elle est stratifiée comme je l'ai fait, et puis en plus, il y a ces histoires de ces
deux grosses minorités, je ne sais pas comment on doit les appeler, ethniques, raciales, les Noirs et les Latino-Américains. Il y a, je dirais, pour les partisans d'une Amérique post-démocratique et oligarchique, il y a une base de masse. Il y a quand même, il faut laisser de côté les jeunes qui étaient plutôt derrière Sanders et qui sont en train de décrocher. Il y a une masse d'éduqués supérieurs qui pensent que Trump est un monstre, sincèrement, qui pensent qu'il faut manger bio. Vous voyez, si vous allez dans l'État de New York ou en Californie, qui sont parmi les États les plus riches, les plus inégalitaires aussi, mais avec de grosses proportions d'éduqués, et puis dans l'environnement social proche, État voisin ou pas, ou dans l'État même, les meilleures universités du pays, vous avez, je veux dire, des forces sociales. Les gens qui ont fait des études supérieures, c'est le tiers de la population aux États-Unis. Et si vous ajoutez alors le niveau éducatif des Noirs et encore plus des Hispaniques est beaucoup plus bas, mais vous pourriez vous représenter, vous voyez, la force électorale de l'Amérique impériale, représentée par Hillary Clinton et actuellement les démocrates. Imaginez un groupe supérieur assez massif, les gens qui profitent ou croient encore profiter de la globalisation, qui disposent d'une sorte de mercenariat captif, les minorités. Ça, c'est l'Amérique ouverte, stronger together. Hein. Voilà. Donc les Noirs, qui vont voter à 80-90% démocrates, ce qui, rien qu'en soi, démontre que le problème noir a très peu avancé aux États-Unis, parce que la communauté noire a été elle-même stratifiée par l'éducation. Et donc le simple fait que les classes moyennes noires et le sous-prolétariat noir de l'hyper-ghetto, etc., s'ils votent, vont voter de la même manière, montre que le problème racial américain n'a absolument pas bougé et qu'il est au cœur du fonctionnement démocratique des États-Unis. Les latino-américains, c'est autre chose. Mais donc vous avez ce bloc-là qui est à... Et le pari, je dirais, le pari des démocrates américains, c'était de dire l'évolution démographique va nous assurer de plus en plus à l'avenir une majorité. Parce que nous avons les gens bien élevés, enfin bien éduqués. Il y a aussi, je n'ai pas parlé des femmes, mais je vous laisse rétablir. Mais ça risque de ne pas être si important que ça au final. Donc nous avons ça, et puis nous avons des minorités noires, hispaniques, qui grossissent sans cesse. Et donc les républicains ne représentent qu'une Amérique blanche qui rétrécit et qui est condamnée par l'histoire. Mais c'est peut-être vrai, mais là, le problème, c'est que, comme je dis, c'est encore 72 ou presque 75% de l'électorat, les Blancs aux États-Unis. Et que c'est que le genre, le pari démocrate, le pari des minorités, servant de masse de manœuvre aux catégories supérieures, et à Wall Street maintenant. C'est absolument fascinant, la façon dont le fric qui était derrière le Parti républicain. On parle de la volatilité du capital, hein, qui passe de pays à pays, mais la façon dont le fric aux États-Unis est passé des républicains aux démocrates avec le changement d'en bas, c'est incroyable. On pourrait parler de volatilité politique du capital aux États-Unis, puisque les républicains leur ont donné tous leurs avantages économiques depuis Reagan, et là, hop, ils sont passés, comme le Parti républicain a été foutu en l'air par Trump sur une base de classe, réellement, en prenant au sérieux les conflits de classe, hop, le capital fout le camp du côté, je dirais, du Parti démocrate. Donc c'est un moment où le problème, c'est que la rhétorique des minorités et du soutien par les minorités entretenu par le Parti démocrate produit des effets de surmobilisation blanche. Et donc ça crée, et actuellement, le corps électoral est encore presque aux trois quarts blancs. Alors il y a aussi il y a un truc que je suis avec beaucoup d'intérêt.
Alors, il y a des inquiétudes quand même chez les démocrates sur la mobilisation des minorités elles-mêmes. Il y a même des inquiétudes pour les Noirs, parce que les jeunes Noirs, et très évidemment, les Noirs qui vont voter démocrate vont faire ce que les Blancs faisaient à l'époque où ils votaient républicains du temps de Reagan ou de Bush 1 et 2, etc. Ils vont voter contre leur intérêt économique, puisque les gens qui seraient le plus favorisés par une politique protectionniste, du genre que suggère Trump, seraient les gens de la minorité noire. Donc ils vont contribuer, sans doute, de même qu'ils ont foutu en l'air Sanders, qui était protectionniste. Si vous regardez la façon dont Clinton a battu Sanders, c'est grâce aux électorats noirs. Et donc on va avoir ce truc-là. Mais il y a une petite inquiétude parce que les Noirs considèrent que Clinton, c'est pas exactement Obama quand même, et que le père, son mari, a quand même joué un rôle assez dur dans la continuation des politiques Reagan d'enfermement des jeunes Noirs dans les prisons américaines. Mais pour moi, le truc le plus fascinant, c'est ce que va être le comportement de la population, enfin de l'électorat hispanique. Dans les derniers sondages, c'est pas du tout du même ordre. Hein. C'était 60% pour Clinton, 30% pour Trump, et le reste, je ne sais pas où c'est passé. Ce qui est tout à fait extraordinaire quand on pense aux déclarations de Trump sur les hispaniques, sur les Mexicains, etc. Mais il faut savoir que les hispaniques ne sont pas extrêmement orientés à gauche. Et je crois que le problème fondamental pour les hispaniques est le suivant. Nous atteignons le moment horrible de ce débat, ce qui donne plutôt envie de pleurer que de rire. C'est que la démocratie américaine, depuis le début, est fondamentalement une démocratie raciale. C'est-à-dire que j'ai dit que, essayez de me suivre, c'est un peu, là on est sur les infrastructures non dites et permanentes de la sociologie politique américaine. Les Américains, au départ, étaient des Anglais. Je crois qu'on peut leur reconnaître ça. C'était des Anglais. Et comme les Anglais, ils n'étaient pas hyper intéressés par la notion d'égalité. Donc il y a un petit paradoxe dans le fait que l'Amérique ait été si importante dans la définition de l'égalité politique, que ça a été la première démocratie politique, la première à fonctionner à peu près sans élite stable. Et en fait, quand on étudie, ce n'est pas ma seule opinion, hein, je vous rassure, quand on étudie l'émergence de la démocratie américaine, on se rend compte qu'elle n'a pu émerger parce que l'idée de différence, d'inégalité, a été sortie du groupe blanc et fixée sur les Indiens et les Noirs. Et donc, ce qui définissait les citoyens blancs comme égaux, c'est qu'ils n'étaient pas indiens ou noirs. Donc, il n'y a plus de problème indien, mais être un citoyen aux États-Unis et un citoyen égal aux autres, c'était ne pas être noir. Truc fondamental. Et ce qui est vraiment cruel quand on regarde l'évolution des États-Unis depuis la déségrégation, c'est les effets politiques paradoxaux, justement, de cette déségrégation. C'est à partir dans les années 60, il y a eu une lutte pour les droits civiques, les Noirs ont effectivement acquis un droit de vote, une représentation, les efforts conscients de l'Amérique pour ça sont tout à fait extraordinaires. Ils étaient un peu contraints à cause de l'affrontement avec le communisme et ils avaient une sorte d'obligation d'universalité. Mais réellement, la façon dont l'Amérique a essayé de surmonter son problème racial est quelque chose de tout à fait remarquable, enfin vraiment digne d'admiration. Simplement, comme la notion de race semble indépassable, eh ben, c'est comme si l'introduction des Noirs dans le corps électoral avait contribué ou accéléré la désintégration démocratique. C'est-à-dire que au départ, les républicains, les démocrates étaient également pour la déségrégation.
Et puis, très vite, il y a une sorte de spécialisation. Et les républicains ont utilisé le malaise des populations blanches confondées aux implications pratiques de la déségrégation, les écoles qui devaient être rendues mixtes, et la cohabitation qui était encouragée entre populations blanches et noires. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la stratégie sudiste des républicains. Le parti républicain a fini par se redéfinir comme un parti blanc. Ils ont quelques élus noirs comme ça, mais les républicains sont un parti blanc. Et ils ont commencé d'ailleurs à manipuler leur électorat avec cette histoire du racisme. C'est-à-dire que quand on regarde le détail de la montée en puissance du néolibéralisme aux États-Unis, bon, il y avait bien entendu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la stratification éducative, la montée d'un sentiment d'inégalité, tout ça est une variable autonome qui existe, mais en pratique, la façon dont on a lancé les électorats blancs contre le welfare state, contre l'intervention de l'État, contre la dépense publique, c'est en suggérant que cette dépense publique allait vers les Noirs. Et on a eu cette longue phase dans laquelle on avait les républicains qui agitaient des valeurs religieuses, des valeurs anti-avortement, mais qui en fait souterrainement agitaient les sentiments anti-noirs, je dirais, de leur électorat, qui arrivait au pouvoir et qui, une fois au pouvoir, ne faisait rien de décisif contre l'avortement et ne faisait rien de décisif pour la religion. On ne peut rien faire de décisif pour la religion dans le contexte de séparation du politique de la religion aux États-Unis, mais qui, par contre, supprimait les impôts des riches, enfin, bon, tout ce qu'on a, tout le néolibéralisme, et aggravait toutes les politiques libérales d'un type ou d'un autre. Voilà, donc on en était là. Et alors, ce qui est vraiment... C'est pour ça que je m'étonne que les gens ne voient pas le positif de ce qui se passe. C'est que Trump a quand même, oui, on ne sait pas quel sera le résultat, mais quelque chose de décisif s'est passé, et peut-être que ce qui s'est passé est plus important que ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que Trump a, d'une certaine manière, foutu en l'air cette logique. C'est-à-dire que Trump, c'est le type qui a dit, bon, il y avait le côté se fermer à l'immigration, mais se fermer à l'immigration, ça n'est pas dire des choses contre les Noirs, c'est fermer le pays, et plutôt redéfinir une sorte de collectivité globale. Mais, je veux dire, Trump est un type qui a lâché les objectifs économiques, libre-échangistes et autres. C'est un type qui, d'une certaine manière, est parti en guerre contre les puissants et les riches des États-Unis. Et c'est quelqu'un qui a déplacé la problématique du Parti républicain d'une problématique sur les valeurs. Trump lui-même, c'est un New-Yorkais, rien à foutre de la religion. Enfin, vraiment, il n'y a pas du tout ce genre de motivation. J'essaie de rappeler que le Parti républicain était une horreur selon les critères français usuels. Le Parti républicain, et Trump a foutu en l'air ce Parti républicain, il l'a recentré sur des problèmes de classe. On pourrait dire, je ne suis pas en train de soutenir que Trump est une sorte de Lénine ou de marxiste introduit dans le champ politique américain, mais c'est le type qui a vraiment déplacé le problème et qui a fait sortir le Parti républicain de ces problématiques raciales, en fait. C'était plus ça l'important, même si ça reste important dans les déterminations. Et on a eu ce paradoxe, c'est quelque chose d'absolument pathétique, c'est qu'au moment où les problématiques économiques devenaient centrales au Parti républicain, on verra ce qui se passe après l'élection si Trump perd, et au moment où les problématiques de valeurs religieuses, de ce qu'on appelle dog whistling, c'est-à-dire de siffler à chien, là, ultrason, où on appelle les électorats blancs à voter contre les noirs sans le dire, qui était au cœur de la problématique républicaine. Bon, Trump les sort de tout ça et les lance dans un affrontement direct avec l'establishment, culturel, éducatif, économique.
Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la stratégie démocrate est complètement raciale. Et on voit les Noirs qui, d'une autre manière, commencent à jouer un rôle antidémocratique au service des élites économiques. Donc les électorats noirs qui fichent en l'air Sanders, qui était le véritable candidat de gauche démocrate, et puis qui, là, vont ou ne vont pas faire triompher Hillary Clinton. Donc il y a quelque chose de cruel dans les mécanismes de la démocratie américaine qui, depuis le départ, n'a jamais réussi à être autre chose qu'une démocratie blanche. Est-ce que je voudrais savoir, en vous écoutant attentivement, je voudrais savoir comment, quand on voit tous les travaux qui ont été menés sur la démocratie par Pierre Rosanvallon, qui considère, qui pose la démocratie comme étant un universalisme qui a été imposé ou qui est parti à la conquête du monde et qui considère que donc la fin, en quelque sorte, de la démocratie ou de la démocratie universelle se pose, dont les États-Unis seraient tout à fait l'exemple parfait, se ferme à toutes les expériences de la démocratie, se ferme à toutes ces confrontations, ces tensions. Et est-ce que, lorsque je vous écoute présenter Trump et comment, en quelque sorte, Trump est en train de déjouer tous ces jeux démocratiques, ces frontières démocratiques républicaines, est-ce que là, les États-Unis ne sont pas en train de présenter une sorte d'exercice de la démocratie, qui est capable de réfléchir sur elle-même, d'intervenir, de prendre des décisions, en quelque sorte, de confronter ses propres tensions? Alors je ne me permettrai pas de commenter ou de juger l'œuvre de Rosanvallon sur la démocratie, qui est beaucoup plus considérable que tout ce que j'ai écrit. En plus, c'est mon éditeur et j'aime beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans. Je ne vais pas c'est l'un de mes éditeurs. Bon, mais oui, mais si on se replace dans les termes finaux de votre question, je dirais que oui, c'est ça en fait. C'est ça l'enjeu. J'étais un peu confus, je vous prie d'excuser la fatigue des voyages. Mais bon, d'abord, il faut se débarrasser du mot démocratie tel qu'on l'emploie actuellement. Les gens qui se gargarisent du mot démocratie actuellement, dans l'ensemble, sont plutôt les représentants d'oligarchies en gestation. Et je veux dire, c'est devenu... Enfin, je sais pas, les gens qui se disent défenseurs de la démocratie en général, ici, là-bas, ailleurs, ne sont pas ça. Mais la démocratie en tant que pratique, que concept, ça existe. Ça a été inventé dans 3 pays, d'abord aux États-Unis, et en Angleterre et en France. C'est les 3 véritables démocraties occidentales. On est dans une phase, je dirais, de déclin. On ne peut plus considérer la France comme une démocratie actuellement. Je veux dire, de toute façon, depuis le vote sur le traité constitutionnel de 2005, où les Français ont voté contre, les députés se sont arrangés pour le faire passer autrement. Puis de toute façon, dans le système européen, comme je disais tout à l'heure, maintenant, l'Europe est un système radicalement non démocratique où le vote est là pour illustrer on ne sait plus trop... vous voyez, bon... Il faut être raisonnable. Je ne suis pas du tout en train simplement d'accuser les hommes politiques. Je veux dire, si on essaie de comprendre comment la France est bloquée, je vais aussi renvoyer à ces histoires de stratification éducative ou de structure par âge. Voilà. Mais c'est pas seulement pour les États-Unis, mais peut-être qu'on est en train de revivre quelque chose d'assez habituel dans l'histoire de la démocratie occidentale, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire quelque chose d'assez soudain, d'assez étrange,
Le premier phénomène s'est passé en Angleterre, ça a été le Brexit. Le Brexit a été une victoire des non-éduqués, je vous garantis, ou des moyennement éduqués, sur les éduqués absolument spectaculaire. Les milieux universitaires anglais, Cambridge a voté, la circonscription de Cambridge a voté Remain contre le Brexit à 70%. Et les élites culturelles éducatives et éduquées anglaises sont dans un état de fureur homicide face au peuple anglais. Mais, pour une raison mystérieuse, le peuple anglais a trouvé des représentants à l'intérieur de la droite anglaise, chez les conservateurs. Il faudra, je dirais, analyser tout ça. Aux États-Unis, très peu de temps après, on a le phénomène Trump. Et à nouveau, on trouve à l'intérieur de la droite un personnage assez improbable, je dois le dire, qui se met à la tête de revendications populaires, etc. Simplement, et donc, pour moi, c'est clair que tous les gens qui vous disent c'est du populisme, quand vous traitez de populistes des gens qui votent pour un changement dans un pays où la mortalité augmente, et quand on vous décrit comme des élites compétentes, les gens qui disent que tout va très bien dans un pays où la mortalité augmente, moi, je préfère parler de révolte populaire, de révolte démocratique, etc. Mais il y a une limitation. C'est-à-dire, il y a cette... peut-être ça va échouer. Peut-être que l'oligarchie est là forever, hein, avec l'accent français, pour faire chic. Et peut-être qu'on est aussi en train d'assister à un regain démocratique absolument normal dans les pays qui ont inventé le gouvernement représentatif, puis la démocratie, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Mais ce regain, s'il a lieu, nous confronte à l'une des vérités fondamentales de la démocratie et de ses origines, c'est que la démocratie est, comme la démocratie athénienne d'ailleurs, un fondement ethnique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie qui fonctionne, c'est-à-dire de peuple qui délibère à l'intérieur de lui-même, en se divisant en factions qui s'affrontent et qui assurent de la liberté dans l'ensemble du corps social, sans l'existence de ce peuple. Un peuple qui existe à travers une langue, des habitudes culturelles, un peuple qui est une ethnie à un certain niveau. Ça ne devrait pas choquer les Athéniens. Je ne pense pas que les Anglais seraient très choqués d'être définis comme ayant une dimension ethnique. Et donc, il faut admettre que la motivation première du Brexit, ça a été que les Anglais ont fini par trouver qu'il y avait trop de Polonais en Angleterre. Ce n'est pas la peine de le nier. C'est-à-dire, c'est le fait, comme je le disais au début de la conférence, le phénomène migratoire, la liberté de circulation, la nécessité des frontières, tout ça, sont des problématiques. Et peut-être qu'on est en train de découvrir que ce rétablissement des frontières, cette redéfinition d'un corps national, peut-être, disons, et pour des sociétés maintenant si colorées et si variées que les États-Unis et l'Angleterre, le mot ethnique, peut-être pas bien, non, mais la redéfinition nationale est le phénomène primordial. Le fait de tracer une limite autour d'un groupe humain, ça précède l'émergence de la démocratie. Ensuite, vous aurez les phénomènes éducatifs, vous ne les aurez pas, etc. Aux États-Unis s'ajoute cet élément beaucoup plus dur et en un sens tragique, c'est que la démocratie américaine ne s'est pas construite par, je dirais, dans un conflit avec d'autres pays voisins menaçants. Très vite, l'Amérique a été autonome, l'Amérique a été libre. Bon, il y a eu une guerre d'indépendance, mais ensuite, l'Amérique était quand même assez libre de ses mouvements, beaucoup plus développée que le Mexique, ça a été une puissance conquérante, etc. Et là, on a l'impression, ça pose un problème au deuxième degré, c'est comme si le corps des citoyens avait besoin d'une limite externe, avait besoin de se définir contre, qu'il n'y a pas d'être absolu d'un groupe ethnique. Un groupe existe par rapport à d'autres groupes.
Et dans le cas des États-Unis, de la démocratie américaine, là, cet autre groupe, ça a été les Indiens puis les Noirs. Et tout se passe comme si c'est vraiment très troublant. Alors, quand on regarde l'histoire des poussées démocratiques aux États-Unis, sous Jackson et autres, l'existence du phénomène indien ou noir est complètement évident en fait. Mais là, même si on admettait que le phénomène Trump est en fait un regain démocratique, ce qu'il est sans doute, au fond, on doit admettre que c'est un regain démocratique que se passe à l'intérieur du groupe blanc au stade actuel et qui se définit encore contre les Mexicains, etc. En fait, la démocratie est... Je suis pour. Mais je pense que c'est comme si on était ces jours-ci confronté à un non-dit, à une sorte d'infrastructure inavouée, ethnique de la démocratie, ce qui est très troublant et très inquiétant, parce que quand on commence à réfléchir sur ce qu'est le Front National en France, je dirais, ça ouvre des perspectives un peu inquiétantes. Merci beaucoup, Monsieur Trump. Monsieur Trump, pardon. Excuse-moi. Monsieur Todd. Je dois avouer c'est la meilleure de la soirée. Nous allons maintenant passer aux questions de la salle. Alors, si quelqu'un a des questions, qu'il lève le bras et on lui apportera le micro. Non, c'est très loin. Bonjour. Merci, Monsieur Todd, d'être venu nous rendre visite et de nous donner votre point de vue assez peu courant. J'ai une double question. Vous semblez penser que le candidat Trump donne certaines vérités sur la situation américaine. Est-il capable, en tant que président, de répondre, d'apporter des solutions à ces problèmes? Et le deuxième point de la question, c'est s'il est élu, on sait qu'il a assez peu de soutien au niveau des républicains. Obama a déjà eu assez de problèmes dans son second mandat avec l'opposition du parti opposé. Comment peut-il, lui, gouverner sans son parti derrière lui? Aucune idée. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment... c'est pas tellement... Je suis incompétent, bien entendu, mais je dirais que ça n'est même pas le problème. C'est-à-dire que quand on est confronté à ce que j'ai essayé de décrire par étapes, c'est des forces sociales profondes, ces histoires d'éducation, d'affrontement entre des classes supérieures, des classes moyennes, des classes, disons, inférieures, si on veut, etc. Et à un moment donné, vous avez un candidat improbable qui arrive à bousculer tous les verrous qui ont été mis en place par les groupes supérieurs pour empêcher qu'il se passe autre chose que ce qu'ils veulent. Mais honnêtement, je veux dire, il faudrait être complètement mégalomane pour oser dire ce qui se passerait en cas de victoire de Trump. Vous voyez ? C'est-à-dire parce que... encore une fois, on est confronté à des situations historiques qui n'ont jamais existé. Et le problème, ce n'est pas tellement ce que Trump lui-même pourrait faire en tant qu'individu, c'est la façon dont les couches moyennes supérieures évolueraient. Je veux dire, le problème n'est pas du tout la victoire de Trump. Le problème, ça serait le ralliement des couches éduquées ou d'une partie suffisante des couches éduquées supérieures et des plus supérieures à une politique de recentrage national. Si ça se fait, l'expérience sera un succès, et si ça ne se fait pas, on entre dans des phases de ce qu'il faut bien appeler lutte de classe, même si les classes sont définies sur le plan éducatif, avec toutes les possibilités de désintégration nationale ou de remise au pas de la population,
tout est concevable, moi je n'en sais rien. L'oligarchie, ça peut marcher, hein. Il ne faut pas non plus... vous voyez, mais c'est comme toujours, actuellement on est très sensible à l'insignifiance du personnel politique. Et alors, simultanément, on dit que les politiques sont impuissants, ne peuvent rien faire dans le contexte, et puis on les accuse de tous les maux aussi. Si vous prenez un pays comme la France, avec ses 10% de chômage, le pays où il ne se passe rien. Hein, actuellement, tout le monde se concentre sur la nullité de Hollande. Il n'y a pas de problème, il est nul. Je ne dis pas du tout ça. Mais ce qui permet à Hollande d'exister, c'est des forces sociales beaucoup plus profondes, c'est une attitude d'irresponsabilité des classes éduquées supérieures, d'irresponsabilité des vieux, etc. Et pour que la France bascule, il faudrait que les éduqués supérieurs et les vieux soient un peu plus responsables. Le même genre de problème, de façon beaucoup plus réelle en fait, pourrait se poser aux États-Unis. Mais vraiment, on ne sait pas. Moi, j'essaie de même que quand je vois les problèmes de la France vis-à-vis qui est en plein, ou qui était jusqu'à très récemment en plein délire islamophobe, complètement obsédé par l'islam, les musulmans, etc. Je me disais qu'après une période d'aggravation, peut-être que la France serait sauvée par son manque de sérieux. Les Français ne sont pas des gens sérieux et c'est notre chance pour être un raciste sérieux. Pour être un raciste sérieux, il faut être sérieux. Et Dieu merci, les Français ne sont pas des gens sérieux sur ces questions-là. Dans le cas des Américains, c'est autre chose. Ça, sortir du racisme, j'ai un peu de mal à imaginer. Mais ils sont marrants quand même. Ils sont quand même très créatifs. Vous voyez ? Donc, je ne me permettrai pas... ils sont capables de trucs dont on n'est pas capable. Je crois que j'ai fait beaucoup d'histoires, je me suis beaucoup mouillé en faisant de la prospective, mais la prospective est d'autant plus difficile que vous travaillez ou plutôt ça devient quasiment impossible si vous travaillez sur un pays qui fait la course en tête, qui fait des choses qui n'ont jamais existé dans l'histoire humaine. Donc les niveaux éducatifs de type américain, on n'a jamais vu une société très très riche dont le niveau de vie se met à baisser, où l'espérance de vie diminue dans le groupe dominant. On n'a jamais vu le niveau d'hystérie, l'espèce de racisme culturel de journaux comme le Washington Post ou le New York Times. On n'a jamais vu. Vous voyez, donc on ne sait pas. Je crois qu'il faut être humble. S'il faut vraiment... mais le seul truc que je ne peux pas faire, ou que je serais vraiment très embêté, Dieu merci, je ne suis pas électeur américain, mais je serais vraiment très embêté. Parce que moi, évidemment, je serais par spontané, je serais l'électeur typique de Sanders aux États-Unis. Vraiment, bon. Mais là, je serais vraiment embêté. Mais je crois que je vais arrêter là, parce que vraiment, on va voir le résultat bientôt, là. Donc, c'est peut-être pas la peine de faire... Je veux dire, peut-être qu'on n'aura même pas à réfléchir sur ce que Trump pourrait faire. Pourquoi s'embêter à réfléchir sur quelque chose qui ne va peut-être pas exister? Par contre, on peut réfléchir aux catastrophes qu'Hillary Clinton pourrait provoquer. Ça, c'est... On va passer à la dernière question. Bonsoir, merci d'être venu. Alors moi, c'est une question sur le Brexit et sur les référendums en général, mais bon, je trouve que le Brexit est un bon exemple. Lors du référendum sur le Brexit, c'est le non qui l'a emporté. Et comme le non avait été majoritairement plébiscité par les classes inférieures et les gens les moins éduqués, on l'a un peu discrédité. Est-ce que pour vous, c'est une remarque valable, ou est-ce que vous pensez que le fait que les classes les plus inférieures aient voté contre et que les gens les plus éduqués aient voté pour montre en fait juste une différence d'intérêt de classe, et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, c'est juste que ces deux classes n'ont pas les mêmes intérêts économiques. Bah oui, c'est drôle que vous parliez comme ça, parce qu'autrefois on aurait dit, comme c'est les plus pauvres qui ont voté le Brexit, ça montre qu'il est particulièrement légitime. Vous voyez ? Maintenant, comme maintenant les gens se sont ralliés à une vision en termes un peu raciste en termes d'éducation,
on pose des questions du genre est-ce que le vote des gens moins éduqués est valable? C'est comme ça qu'on parlait des Noirs aux États-Unis autrefois. Donc on pourrait dire que c'est une américanisation culturelle dans un sens, ou un racisme culturel, etc. Je crois qu'il va falloir, bon, pour moi évidemment, je suis ravi, quand même, j'étais membre du Parti communiste français, donc j'étais solidaire de gens moins éduqués que moi, mais il y a une époque où ça me semblait complètement normal de considérer que les gens les moins favorisés avaient des droits politiques égaux. Enfin, je ne sais pas comment dire, je ne comprends même pas ce... Alors, ce qu'on peut constater, il ne va pas y avoir de réforme, de réponse uniforme selon les pays. Donc, par exemple, en France, dans un pays comme la France, si les gens les moins éduqués votent contre le traité constitutionnel européen, ça ne vaut pas. D'accord? Donc en France, on est déjà dans un système politique où le vote des gens les moins éduqués n'a pas la même valeur que celui des gens les plus éduqués. En Angleterre, c'est pas ça qui se passe. C'est ça qui est formidable. C'est que ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est que le tempérament démocratique des Anglais est actuellement supérieur à celui des Français. Car le vote des électeurs anglais est respecté par les conservateurs. Ça devrait nous rendre plutôt humbles, à nous qui sommes censés avoir contribué massivement à l'émergence, je dirais, de la démocratie. Je pense que l'un des combats à mener, l'une des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir quand même sur le fond, c'est est-ce que les éduqués supérieurs sont vraiment tellement supérieurs intellectuellement? On est entre nous là, hein? Mais on peut se poser des questions de cet ordre. Si vous voyez, il y a l'idée, bon, c'est sûr que le monde des éduqués supérieurs est un monde de bons élèves, ils ont été triés pour ça, mais peut-être que l'un des biais du système social actuel, c'est que ce tri social, le système éducatif, qui était un système fait pour l'émancipation, qui était conçu comme émancipateur, est en fait actuellement devenu une extraordinaire machine à trier et à tamponner la population jeune à un certain niveau pour son avenir social. Donc le système éducatif est devenu... Maintenant, on a 40% des jeunes qui font des études supérieures ou des chiffres comme ça, la société avancée. Et puis on va avoir 40% des études secondaires d'un type ou d'un autre, 20% calés au niveau inférieur. Mais le mécanisme éducatif est devenu une machine à fabriquer en fait les classes sociales du futur. C'est une machine à fabriquer l'inégalité. Et du fait que c'est une machine à fabriquer l'inégalité, c'est devenu aussi un système qui justifie l'inégalité. Et donc il y a une tendance, je pense que l'un des biais... Alors je ne dis pas les bons élèves existent, les gens... je veux bien admettre que les gens sont plus ou moins intelligents, mais je pense que le mécanisme de tri par l'éducation et la machine sociale qui fabrique ce tri aboutit sans doute à exagérer énormément dans l'inconscient collectif les différences supposées d'intelligence. Et ça aboutit aussi, je pense, au final, à, comment dire, je pense, je me lâche, je suis en fin de carrière, je suis à la retraite dans 6 mois, donc je peux y aller maintenant. Hein. C'est n'importe quoi. C'est que c'est évident, les gosses sont plus ou moins doués scolairement, ils réussissent plus ou moins bien, l'intelligence existe, il y a des différences d'intelligence, mais le tri éducatif, particulièrement à partir de l'université, ne se fait pas uniquement sur le critère de l'intelligence. Il se fait aussi beaucoup sur le critère de l'obéissance. Puisque maintenant, on vit dans un monde de concours où il faut être le plus parfait possible. Donc pour être parfait, il faut être lisse. En vérité, il faut ne pas penser. Donc tout le système de définition des élites et des éduqués supérieurs contient
il y a de l'intelligence, mais il y a aussi de la soumission comme critère de tri. Et au final, qu'est-ce qu'on obtient comme classe supérieure? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Est-ce qu'on obtient une classe supérieure collectivement tellement remarquable par son intelligence? Ça ne me paraît pas tellement évident. Je veux dire, qui oserait décrire la classe supérieure française comme intelligente collectivement? Et pourtant, c'est tous des super bons élèves. Qui oserait décrire les gens de l'establishment de Washington comme qui aboutissent au terme de je ne sais combien de temps de gestion à des baisses de niveau de vie pour leur population et qui disent que c'est normal? Ça n'a rien à voir avec le système économique, etc. Donc vraiment, je pense que l'un des combats à mener, je voudrais bien faire comprendre, je ne suis pas un populiste. Je suis moi-même un enfant de l'establishment, j'en suis très content. Je n'ai jamais aspiré à être autre chose. Je n'ai jamais aspiré à autre chose qu'une conversion des élites, entre guillemets, à une attitude socialement plus responsable. Mais quand même, il ne faut pas confondre le genre de la description de la société en termes de niveau éducatif. Il ne faudrait surtout pas croire que ça correspond à une répartition des capacités intellectuelles dans la population, ou que les écarts sont aussi importants que ça. En haut de la société, vous aurez une suraccumulation de conformisme et de crétinisme par obéissance aux consignes reçues depuis la petite enfance, sur le plan scolaire. Et en bas, vous aurez des gens parfaitement intelligents, mais qui n'ont pas été pris dans le moule du système parce qu'ils ont un peu plus de mal à obéir. Et bien entendu, avec l'institutionnalisation du système et la capacité des élites éducatives à se reproduire, on va vers une période où les gens intelligents vont s'accumuler dans la population qui fera le moins d'études. Donc il ne faut pas désespérer. Mais je pense que l'un des combats à mener, ça serait contre cette idée que les éduqués supérieurs sont vraiment supérieurs. Et je dirais que l'une des choses pour lesquelles j'aimerais vraiment, là ça me ferait vraiment marrer, que Trump gagne, vraiment, ça serait à cause de ce que j'ai déjà mentionné, ces pétitions d'économistes contre Trump. Vous voyez, vous avez des centaines d'économistes, de profs d'économie surpayés, dont l'œuvre intellectuelle tient sur une feuille de papier à cigarette, voyez, qui assurent la population que le libre-échange est indépassable, et vous avez une population qui dit non, rien à foutre quand même, notre niveau de vie baisse, on meurt là, ça va pas bien, on se sent pas bien, on n'a plus d'avenir assuré, c'est pas possible, parce que ça serait une victoire intellectuelle, si vous voulez, une population qui arrive, qui élirait Trump, je ne parle pas en général, mais je parle sur ce point précis, serait une population qui désavoue, je dirais, un système de domination intellectuelle, de conformisme, et qui oserait dire « Non les mecs, vous n'êtes pas plus intelligents, vous êtes pris dans un truc de pensée collective totalement absurde. » Il m'est arrivé de réfléchir, là je me mets à délirer librement pour terminer, je dirais, l'un des trucs, quand on décrit les électorats républicains... Non, mais je ne suis pas du tout républicain, moi, je ne peux pas piffer les électorats de droite. Enfin, je veux dire, faut pas... Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, quand même. Hein. C'est juste, j'ai une sorte de plaisir pervers à avoir un système mental explosé. Mais, par exemple, l'un des trucs qu'on reprochait autrefois à l'électorat républicain, pas celui de Trump, mais l'électorat fondamentaliste, c'est d'être créationniste, de prendre littéralement la Bible. Et dire que la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça s'est passé exactement comme il est dit dans la Bible, en 7 jours. Le mec en haut a dit que, voilà, créer ceci, cela. Honnêtement, je ne me souviens plus des détails, mon éducation religieuse est assez lointaine maintenant. Et, bien entendu, tout le monde s'esclave. Et je m'esclave aussi. J'ai personnellement lu L'origine des espèces de Darwin. C'était l'un des moments de bonheur de ma vie. Et je suis un darwinien sans faille sur ces questions-là. Donc la question n'est pas là. Mais en gros, vous avez des mecs qui vous disent, les mecs qui sont dans un littéralisme biblique ou dans une foi religieuse intense, c'est des mecs qui vous disent
il y a ailleurs un autre monde qui a certaines ou un être qui a certaines caractéristiques. Nous ne pouvons pas le démontrer, nous ne disons rien. C'est terrible. C'est une démission de l'esprit. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des centaines d'économistes qui s'auto-hallucinent collectivement et qui vous disent le monde sensible est parfait, le libre-échange est indépassable, au moment même où il fait vivre toute la population dans la terreur et la régression. C'est beaucoup plus grave que le créationnisme. Ou plutôt, c'est pas plus grave, c'est la même chose. Vous voyez, le libre-échangisme de ces économistes, c'est sort de l'équivalent classe supérieure du créationnisme des humbles. Donc vraiment, la question du supérieur, de l'inférieur, de la légitimité, je crois que c'est des choses dont il faut commencer à débattre. Sur le fond, c'est-à-dire il y avait un économiste anglais, quand je travaillais sur l'Union soviétique, je me souviens, un type qui s'appelait Peter Wars, qui avait un concept formidable de stupidité structurellement induite pour décrire le comportement des élites soviétiques. Mais il faut, voilà, donc nous on a des phénomènes de stupidité structurellement induite. Ça renvoie à l'idéologie de Marx, à la fausse conscience. Mais vraiment, peut-être je vais terminer là-dessus, pour moi, les éduqués supérieurs ne sont pas supérieurs. Merci. Merci beaucoup, monsieur Todd. Malheureusement, cette conférence touche à sa fin. Merci à tous d'être venus et bonne soirée. Le 30 novembre avec Mathieu Gallet. Merci encore, bonne soirée.